could cry, but I won't. C'est un diplôme d'État. C'est le diplôme d'État d'éducateur sportif, mention attelage canin. Donc c'est un diplôme au même titre qu'un moniteur de ski ou un moniteur de parapente ou un guide de haute montagne nous permet d'encadrer l'activité chien de traîneau, c'est-à-dire apprendre aux gens en fait à piloter un traîneau et les amener en activité, que ce soit l'été ou l'hiver. Et ça, vous le faites plus? Non, j'ai fait ça de 2009 à 2013. Ah d'accord, ouais. Voilà. Et depuis 2013, en fait, je me consacre uniquement à la compétition. D'accord. Parce que ce qu'on demande à un chien en activité professionnelle, ce qu'on demande à un chien en activité compétitive, c'est quand même deux choses qui sont différentes. Donc soit il faut avoir deux meutes différents et ça veut dire une multitude de chiens, soit on se consacre à ce qu'on préfère le plus, parce que c'est quand même la compétition. Et la compétition vous permet de vivre Non, la compétition me coûte. On ne gagne rien. On gagne rien dans notre sport. Même si on a des sponsors, même si on commence à se débrouiller un petit peu, c'est bien loin de couvrir les frais d'une saison de course. Donc ici, il n'y a aucun professionnel qui ne fait que ça. Non, c'est impossible. Et c'est pour ça, je voudrais en placer parce que du coup il y a des gens qui vont nous regarder et de bien souligner que c'est pour ça qu'il faut qu'on soutienne, qu'on partage un maximum, qu'on fasse diffuser un maximum tous les exploits pour continuer à faire vivre et vous encourager à C'est un sport qui coûte très cher parce que c'est un sport, ça nous demande beaucoup de chiens, il faut les éduquer, il faut les élever, il faut les nourrir, il faut les soigner. Ça toute l'année quoi. Ça toute l'année, 365 jours par an. Pour se déplacer, on se déplace en France, mais on se déplace en Norvège, en Suède pour faire des compétitions. Tout ça, ça prend beaucoup de temps. Donc c'est vrai que c'est un sport qui revient très cher. Donc mis à part aux États-Unis où il y a, comme dans tous les sports aux États-Unis, il y a des dotations qui sont beaucoup plus importantes. Et là, il y a des professionnels. En France, il y a aucune. En Europe, il n'y a pas de dotation importante. La dotation la plus importante c'est sur la Grande Odyssée par exemple, mais ne serait-ce que le soin des chiens. Le soin des chiens sur une année, c'est bien loin de découvrir. Vous avez combien de chiens? Au total, j'ai 27 chiens. J'en ai 20 qui sont dans mon team de compétition, enfin dans le mien ou celui de mes enfants, parce que tout le monde court en fait dans la famille. Et puis on a 4 retraités et 3 jeunes chiots qui ont 7 mois maintenant. Qui sont déjà à la formation plus ou moins là. Là ils viennent de terminer l'éducation et on va commencer l'attelage après dans une petite semaine, 15 jours. Tranquillement. Et donc, quand vous dites que vous vous consacrez aujourd'hui qu'à la compétition, donc, votre camion, tout ça c'est prévu, vous avez conçu votre vie pour la compétition. Pour vous consacrer à la compétition. Comment se déplacer en famille sans que ça soit une expédition. Parce que c'est un rêve, je veux dire, quand on dit on va passer 4 mois en Suède pour faire du traîneau et des compétitions en famille, tout le monde va se dire le rêve. Le rêve il peut vite se transformer en cauchemar si il fait froid, si vous n'avez pas d'eau, si vous n'avez pas un minimum de confort, ne serait-ce que pour nous, sans compter les chiens. Donc pour que ce rêve il prenne vraiment forme, on a la moitié en fait est dédiée aux chiens. Donc c'est un bus en fait, c'est pas un camion, c'est un bus. Non, c'est un bus de tourisme. C'était un 55 places avant. Donc on a vidé complètement et qu'on a aménagé pour la pratique de notre sport dans des conditions un petit peu difficiles tout en étant en autonomie. Voilà. Donc il y a une partie chien et une partie vous, famille. Moitié. Toute la partie arrière c'est pour les chiens, toute la partie avant c'est pour nous. Et vous avez 3 enfants, c'est ça? Ouais, 3. Et quel âge? 17, 15 et 12. Et les 3 font avec vous? Ils sont majeurs, ils font... ils font tous de la compétition, Et ils sont au CNED en termes de scolarité? Non, alors ça on a essayé le CNED, c'est très compliqué. C'est quand même compliqué comme scolarité. En plus, même si on est dans le bus, le bus c'est grand mais c'est petit. Et pour se consacrer au travail dans le bus c'était très compliqué. Donc non, maintenant ils sont tous en sport-études. En fait ils sont dans le pôle espoir France qui est plutôt dédié en fait au ski. Mais en fait la fédération a réussi à négocier en fait 2 places pour eux.
Et en fait, ils bénéficient des mêmes avantages que le pôle espoir ski. C'est-à-dire que globalement, ils sont quasiment libérés tout l'hiver, mis à part quelques jours de cours obligatoires. Ils ont pas mal de semaines de libérés à l'automne pour les entraînements et l'été. Et par contre, ils terminent alors ils font leur bac en 4 ans au lieu de 3. Et puis pendant que les autres sont en vacances scolaires, eux ils vont continuer un petit peu plus l'école et puis ils vont attaquer plus tôt. Les entraînements, tu les fais avec? Vous faites tous ensemble ou non? Parce que c'est peut-être différent. Alors ça dépend parce que Corentin lui fait du ski joring. Ouais. Donc il s'entraîne complètement à part. Axel entraîne avec moi puisqu'il fait de la mi-distance. Et puis Montaigne s'entraîne aussi avec moi. Alors Corentin c'est 17 ans, c'est ça? Ouais. Axel 15 ans. Ouais. Et Montaigne. Montaigne, ouais. Ouais. Comment vous écrivez ça? M-O-N-T-A-I-N-E. Ah d'accord. Vous avez le transport en commun ou Non, maintenant c'est un poids lourd. Voilà. Donc vous avez passé votre permis poids lourd. Ah ouais, tout à fait. Ma femme aussi Non, d'ailleurs. non, ils n'ont pas le permis, il faut qu'ils soient là. Je ne peux pas le dire. Faut pas le dire. C'est Ça va juste être diffusé. Une orientation complète. Ouais, c'est comment bien s'organiser pour passer des bons moments quoi. Alors quand vous êtes comme ça en compétition là, cette saison là entre la grande c'est quoi votre planning type en fait dans la journée? Vous faites quoi exactement? Tout est consacré aux chiens, donc si on est en compétition, je me lève à 3-4 heures du matin pour sortir les chiens, les hydrater, leur donner à manger. On commence les massages. Si tôt pour sortir à 3 heures du matin. Mais parce qu'ils boivent énormément. Le plus gros problème d'un chien de sport, c'est l'hydratation. Donc ils soient très hydratés. On leur donne beaucoup à boire. Combien de litres par jour à peu près? Là, sur 18 chiens, je sais pas, ils doivent prendre une trentaine, un whisky en liberté, une trentaine de litres. Par chien? Ah ouais. Non, au total. Et les massages, en fait, vous massez combien de temps? Tous les chiens, tous les jours ou ceux qui sont destinés à la course? Non, tous les chiens, tous les jours sont massés, ceux qui courent ou ceux qui sont au repos. Et globalement, vous voyez, sur la Grande Odyssée, c'était 3 heures de massage par jour par chien. Par jour par chien? Oui, c'est 4 massages. 2 massages avant la course, 2 massages après la course. C'est-à-dire qu'en fait, on les masse, on leur donne un petit snack et un peu d'eau, on les met en liberté, un petit peu pour qu'ils se dégourdissent, on les fait remonter, on les remasse, et ça juste 1 heure avant la course. Et ensuite, quand on revient de la course, alors c'est tout un cérémonial, c'est tout le temps la même chose, on revient de la course, immédiatement on leur donne à boire, alors c'est de la maltodextrine pour recharger un peu le glycogène, mais c'est tout de suite, c'est immédiatement, il ne faut pas attendre une demi-heure, sinon ça ne sert plus à rien. Donc on le fait tout de suite. Ensuite on attaque directement les massages, ensuite on les ressort, ensuite on refait un massage, ensuite on leur donne à manger. D'accord. Et les snacks, c'est quoi? C'est les croquettes? Alors ça dépend, le snack on donne de l'énergie booster en fait. D'accord. Voilà, c'est pareil, c'est pour recharger en sucre en fait, surtout. D'accord. Dans un premier temps. Énergie booster qu'on peut trouver où ou comment? Chez Royal Canin, dans la gamme sportive en fait. D'accord. Et alors qui c'est qui masse? Tout le monde. Tout le monde. C'est-à-dire que vous êtes 5 à masser les chiens? Oui. Et vous avez des tables de massage pour les chiens? Ouais, on vous va avez vous suivi montrer. une formation dans ce film-là ou ça? Oui, on est toujours en étroite collaboration avec des vétérinaires. Moi je bosse beaucoup avec des ostéopathes, justement pour déceler là où il faut masser et il faut insister, déceler les éventuels problèmes. Et puis après, c'est simplement du temps. Voilà. Puis c'est l'expérience quoi. Et vous faites masser ou c'est que les chiens? Alors ça m'arrive, ouais. Ça m'arrive. Quand on a un peu de temps, ouais, j'ai droit, mais bon, j'en ai pas eu droit beaucoup cette année je trouve. Par rapport à eux, beaucoup moins. Mais la priorité c'est vraiment les chiens et la récupération. C'est-à-dire que ce que j'ai compris durant ces 4 dernières années, c'est qu'il faut entraîner dur, mais en fait il faut du repos. Donc la différence de cette année par rapport aux années précédentes, c'est que j'ai moins entraîné en termes de kilomètres, j'ai mieux entraîné avec plus de repos. Voilà.
D'accord. Parce que je me rappelle l'an dernier, en tout cas par exemple, tu faisais du non-stop toute l'année, même l'été et tout. Ah, mais là, par contre, pareil, on fait toujours du non-stop. Pas avoir de coupure. Non, mais par contre, toujours du non-stop, mais par contre avec plus de repos. Ça se traduit comment les repos? Alors, il y a ce qu'on a prévu de faire et il y a la lecture du chien. C'est-à-dire que maintenant, j'hésite pas si les températures sont pas bonnes, si la neige est pas bonne, si le terrain n'est pas bon, ou si je sens une petite baisse de forme chez les chiens, ou une petite baisse de morale chez les chiens, j'hésite pas à annuler un entraînement pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours si nécessaire. D'accord. Pour reprendre et après, mais toujours d'une manière progressive. D'accord. C'est-à-dire que si on coupe, on reprend, mais on reprend par des petits entraînements et on augmente progressivement. D'accord. Et toi, par rapport à tes chiens, ce que tu appelles petits entraînements, c'est quoi? C'est 20-30 km? Le minimum qu'on fait, c'est 20 km. Ouais. Voilà, et puis cette année, on est monté jusqu'à 98. D'accord. J'ai entendu hier soir que vos chiens, ils avaient fait en gros 7000 km dans l'année. Ouais, dans l'année, ça pourrait se faire. Ouais. Entre les compétitions et l'entraînement, ouais. Donc vous entraînez en France et en Norvège? Alors de plus en plus à l'étranger. L'été en France et à partir de cette année, c'est ce qu'on fera dorénavant. À partir du 1er octobre, on prend le bus, on monte en Scandinavie et on oscille entre la Suède et la Norvège pour trouver les terrains les plus propices et le climat le plus propice. Parce qu'aujourd'hui quand même ça devient très compliqué, même en Scandinavie. Là par exemple, pendant 3 mois, je ne suis pas resté plus de 8 jours au même endroit. Ah ouais. D'accord. Alors pour plein de raisons. D'abord, la première des raisons, c'est pour trouver vraiment le terrain idéal. Et la deuxième des raisons, c'est pour le chien. C'est-à-dire que les chiens, si vous leur faites 50 fois le même parcours, il y a une lassitude qui s'installe. D'accord. Et on n'obtient pas les mêmes résultats. Surtout quand on commence à faire des distances comme ça. Donc du coup, en changeant tous les 8 jours, pour eux c'est une découverte. Même si 3 semaines plus tard, vous revenez au même endroit. Et c'est comme ça que tu travailles le mental des chiens, quoi. Ouais, tout à fait. Mais c'est un peu comme chez un sportif humain, le mec qui va se faire un footing et qui fait tous les jours le même parcours, à un moment donné, ça l'amuse plus. Si ça l'amuse plus, il progresse plus. Il court pour courir. Et en fait, ce qu'il ne faut pas, c'est courir pour courir. On court dans un but précis de l'entraînement. D'accord, super. Au niveau matos, est-ce que, parce qu'on me pose souvent des questions sur les harnais par exemple, est-ce que toi tu trouves que ça a un gros impact ou pas? Tout a un impact. C'est-à-dire qu'on fasse de la compétition ou autre chose, tout a un impact. C'est-à-dire que pour réussir, c'est 150 maillons mis les uns à la suite des autres qui vont faire qu'on va être bien ou pas bien. Si vous entraînez comme un fou, que vous soignez les chiens comme un fou, mais que vous avez un mauvais matériel, eh ben, il vous manquera quelque chose. Et du coup là, très brièvement, par exemple pour cette saison, toi tu es équipé de quoi comme type de harnais, comme traîneau ou comme... Les harnais, c'est des harnais non-stop. D'accord. La ligne de trait, c'est des lignes de trait de chez Lancelin, c'est des spécialistes vraiment dans la corde d'Inema pour bateau. D'Inema, ouais. Voilà. Donc c'est très résistant, mais c'est à la fois très léger. Ouais. Et pour le traîneau, bah, en fait c'est un traîneau, on va dire, standard de chez Daimler, mais qu'on a entièrement démonté et tout revu pour gagner du poids. D'accord. Parce que le poids est important, hein. Les chiens ils tractent du poids. Si on peut gagner 500 grammes, et bah c'est 500 grammes de moins à porter. Et le fartage, t'en fais à chaque fois avant de partir? Ah oui. Ouais, puis c'est Corentin qui est le fondeur de la famille, qui s'occupe du fartage. C'est lui qui me farte mes skis à chaque fois. D'accord. Au niveau des soins véto, vous avez véto attitré, comment ça se passe? Alors j'ai pas un véto attitré, j'ai plusieurs vétos, tout simplement parce qu'il y a des vétos qui sont plutôt spécialisés là-dedans ou là-dedans. Et ben j'essaye de m'adresser aux meilleurs en fonction de la pathologie du chien. C'est-à-dire qu'on bosse beaucoup en ostéopathie, énormément. On bosse beaucoup en acupuncture, en naturopathie, médecine par les plantes, huiles essentielles. Ma femme a pris des cours sur les huiles essentielles justement pour qu'on s'en sert quasiment tous les jours. Et sinon les soins les plus fréquents, Les plus fréquents, ça va être quoi? Les soins des coussinets, des interdigitaux, des petites douleurs au poignet, des petites inflammations, comme chez un sportif en fait. Hein. Et justement par rapport au coussinet, tu mets des trucs particuliers avant la course aussi ou pas? Tu mets les bottines? On entraîne beaucoup avec des bottines, oui. Ouais. Il y a des chiens qui sont systématiquement bottinés, quel que soit le type de neige. Il y en a d'autres non. Ça va vraiment dépendre du chien parce que
la qualité de la pâte est vraiment différente d'un chien à un autre. Ouais. Mais sinon on graisse systématiquement avant de partir. D'accord. Vache. De la graisse à traire en fait. La graisse à traire. Et puis après on bottine, oui, pas beaucoup de chiens. D'accord, et au niveau bottine, parce qu'on voit beaucoup de nouvelles bottines aussi, caoutchouc, etc., qui sont plus pour les terrains où on va passer sur du goudron et pas sur de la neige. Toi, tu utilises quoi comme bottine Non, ça j'ai utilisé les bottines avec des semelles Vibram, ça je l'ai utilisé pendant l'entraînement automnal. Ouais. Alors je les utilise uniquement quand il y a une grosse blessure sur un chien et qu'on veut continuer à le faire courir sans le blesser et que ça continue à guérir. D'accord. À l'utilisation quotidienne, ça pose d'autres problèmes. Ouais. Ça cause d'autres blessures en fait. D'accord. Donc on les utilise. Regarde. Viens ici. Et sinon, au niveau des bottines, on utilise des bottines en Cordura normales, pas forcément très épaisses parce que de toute façon, au bout de quelques kilomètres, elles sont mortes. Ouais. Moi, je voudrais qu'on aborde un peu l'aspect de la race de vos chiens, parce qu'il y a évidemment plusieurs races. Moi, je ne connais pas grand-chose. Ce que je veux savoir, c'est quoi exactement la race de vos chiens et c'est quoi les spécificités de cette race en comportement, en performance? On appelle ça des Euro-Hound, d'accord. Euro et Hound, chien allemand, ou Scandinavian Hound. Voilà, on peut appeler les deux termes. Et en fait, alors c'est pas une race proprement dite, parce que c'est un croisement de races. Un croisement de quoi? Alors c'est un croisement, alors beaucoup de chiens de chasse, hein. On a du pointer, on a du Dresper, on a du braque à l'intérieur, on a du greyhound, Pointer, Dresper, braque, greyhound, et puis on a du chien nordique, mais un tout petit peu. Mais vraiment un tout petit peu, voilà, il reste pas grand chose. Donc c'est ça, voilà. c'est quoi? C'est husky? Voilà, du husky, voilà, principalement du husky. Et ça a été fixé, enfin chacun a ses rounds, volume de rounds, en fait il n'y a pas un... Ils naissent tous chez vous? Alors, maintenant ils naissent tous chez moi. Voilà. Là, sur tous les chiens que j'ai, en fait c'est le même père et on a deux mères différentes. Mais du coup c'est dans les mêmes lignées. C'est-à-dire qu'en fait, même si entre guillemets on peut appeler ça des bâtards, hein, puisque c'est un croisement de race, c'est très suivi. C'est-à-dire que on connaît ses parents, ses grands-parents, ses arrière-grands-parents, on peut remonter jusqu'à 15 générations parce qu'en fait dans la reproduction, il ne faut pas faire reproduire un bon chien avec une bonne chienne. Ça sert à rien. Ouais. Il faut faire reproduire une lignée qui va nous permettre de continuer dans la même morphologie, dans le même morphotype en fait. Donc en fait on fait très attention quand on fait reproduire des chiens. Regarde. Alors d'un point de vue morphologie, qu'est-ce qu'ils ont alors ces chiens-là? Alors moi ce que je recherche au niveau morphologie, ce sont des chiens. Regarde. Reste ici. Hey. Regarde. Lui il est particulièrement typé de on peut le prendre. Elle c'est la mère en fait de 9 des yearlings qui ont couru dans l'attelage cette année. Yearling c'est un chien qui est dans sa première année de compétition. On appelle ça un yearling. Alors dites-moi morphologiquement, qu'est-ce qu'ils ont? Qu'est-ce que vous recherchez? Alors je recherche des chiens qui soient. Kruger. Attends, je vais la rentrer parce que. Kruger. Viens. Alors chacun recherche un petit peu le type du chien qui lui correspond au niveau des performances qu'il va obtenir, au niveau du type de course qu'il va faire. Oui. Et au niveau du caractère du chien. Moi j'ai débuté par du Malamute d'Alaska, donc ce qui n'a absolument rien à voir avec ce type de chien. J'ai eu du Groenlandais, ensuite j'ai eu de l'Alaskan, et puis un jour j'ai rencontré l'Eurohound, le chien plus typé chasse. Et là tout de suite en fait j'ai su que c'était ça qui me correspondait. D'abord au niveau du caractère. C'est-à-dire c'est des chiens qui sont faciles à vivre. C'est des chiens de meute en fait? Non, pas du tout. Absolument pas. Les chiens de meute, c'est le husky de Sibérie, le groenlandais, le malamute. Un dominant, des dominés. Ici, c'est pas du tout le cas. C'est un groupe de chiens qui travaillent ensemble, dont le point de référence, c'est moi. Et ils vivent au quotidien, quand vous êtes chez vous, ils vivent avec vous en chien de compagnie ou ils vivent en boxe Alors, bien entendu, je peux pas mettre les 27 dans la maison parce que vous imaginez le bordel.
Mais non, il y a toujours 5-6 chiens dans la maison qui sont avec nous. Par exemple, Kruger est tout le temps avec moi, systématiquement. Voilà. 24 heures sur 24, elle est avec moi, quoi que je fasse. Il y a toujours des chiens, tous les chiens de tête quasiment de mes enfants sont avec eux tout le temps. Ils sont très proches de l'homme, donc. Oui, naturellement, en fait, on a un chien qui est beaucoup plus proche et il n'y a pas de hiérarchie, donc il n'y a pas de conflit. C'est des chiens qu'on peut mettre très facilement en liberté. Vous voyez, par exemple, voilà, ils sont là, il n'y a aucun souci. Comment tu fais le suivi? Tu as un tableau, je veux dire que ce soit pour les entraînements, pour la morphologie ou quoi, ou c'est toi parce que tu les connais? Pour savoir justement, tout est noté. C'est-à-dire que chaque entraînement est noté, on note tout. Les kilomètres qu'on a fait, la température, le dénivelé, le comportement des chiens, la place des chiens dans l'attelage, si on a travaillé en puissance, si on a travaillé en vitesse, si on a détecté quelque chose. Pourquoi? Parce que ça nous permet, à la fin de chaque saison, en fait je vais faire un bilan et je vais me dire là, où est-ce que j'ai été fort, où est-ce que j'ai pêché, où est-ce que j'ai fait des erreurs, pour pas les recommencer la saison d'après. Parce que si on note rien et qu'on se remet pas en question au bout de chaque année, on progresse pas. C'est-à-dire que chaque année vous allez faire les mêmes erreurs. Alors qu'en notant tout et en étant un petit peu plus, pas scientifique mais ordonné, on va progresser beaucoup plus vite. Et les femelles sont stérilisées comme Non, ça? aucune. Et il n'y a pas de... comment vous gérez la reproduction Quand elles sont en chaleur, on fait attention. Là, par exemple, j'ai 5 femelles en chaleur. Ça m'empêche pas. Non, ça m'empêche pas de courir avec. Elles courent? Elles courent, bien sûr, bien sûr. aucun souci. Avec On a même fait le bivouac de la Grande Odyssée au Mont-Cenis. J'ai fait le bivouac avec 10 chiens dans une tente quechua 2 secondes et 3 femelles en chaleur. Et à l'inverse, est-ce que ça motive les mâles? Ça les motive pas, ça les dérange pas. D'accord. Ils sont un petit peu plus excités quand on est en liberté, donc là je fais un petit peu attention, mais ça m'empêche pas de travailler avec eux, de les entraîner, de courir ou de dormir dans une tente. Et la durée de carrière d'un chien complète? Alors, ils vont pouvoir commencer de la mi-distance, donc des courses comme celles qu'on est en train de faire aujourd'hui, à partir de 18 mois, c'est l'âge minimum. C'est-à-dire en kilomètres 40, 60, 80 km. Voilà. Voilà. Ils vont être super performants à partir de l'âge de 2 ans et demi, 3 ans. Là, ils vont être très performants. Et puis après, ça va varier suivant les chiens. Si on veut garder quand même de la rapidité, l'endurance sera un peu moins affectée, mais si on veut garder quand même des chiens très rapides, on va dire que j'irai plus 6-7 ans quand même. Ouais. Si on veut être très rapide. Après, ils deviennent un peu moins performants, ça les empêche pas de courir, mais on va les garder sur des profils de course un peu différentes. Par exemple, chaque fois avant de prendre le départ d'une course, on regarde le kilométrage, le dénivelé, l'état de la neige, la température, et c'est en fonction de ça que je fais le choix de mes chiens. Par exemple, je sais qu'il y a des chiens qui sont un peu plus âgés, donc moins rapides, je vais plutôt les privilégier pour les étapes un peu plus longues, avec une surface de terrain un petit peu plus molle, puisqu'on va aller donc moins vite et je demande plus de résistance. Donc je vais plutôt choisir ce type de chien. Et je voulais revenir moi sur la morphologie des Eurohounds. Donc ils sont, on va dire, c'est des chiens ils ont moins de poils, ils sont plus grands, ils sont plus fins. Il y a tout en fait. Il y a tout suivant les lignées qu'on va prendre. C'est-à-dire que voilà, si vous mettez plus de pointers ou plus de braques ou plus d'Alaskan, on va obtenir des choses complètement différentes. C'est-à-dire que dans la famille des Eurohounds, vous pouvez avoir des petits chiens de 20 kg et vous pouvez avoir des chiens de 35 kg. Tout dépend de la lignée en fait qu'on va choisir. Moi, ce que je veux par rapport au type de course que je fais, je veux des chiens qui pèsent, pour les femelles autour de 23 kg, pour les mâles autour de 26,5 maximum. Par contre, je veux des chiens qui soient hauts sur pattes et longs, pour qu'ils aient une belle amplitude. Ça fait qu'on a des chiens qui sont puissants, rapides, endurants, mais pas trop lourds. Parce qu'un chien qui est lourd, c'est un chien qui risque de s'enfoncer dans la neige quand la neige est un peu molle. C'est un chien qui va être sujet à plus de traumatismes articulaires. C'est normal, je veux dire, plus on est lourd, plus il y aura un impact au sol. Donc voilà ce que je recherche un peu. Et le but du jeu, c'est d'avoir dans un attelage, si on a 4 petits chiens, c'est d'avoir 10 chiens pareils. Ça, c'est le rêve.
Et au niveau de la résistance au froid, ces chiens-là, il n'y a pas de problème par rapport aux nordiques, quoi? Bah non, parce que je leur demande pas de dormir dehors, je leur demande pas de faire une expédition. On est ici en compétition. La compétition, c'est, regardez, ils sont dans un bus qui est chauffé, ils dorment et ils se reposent pour utiliser le moins de calories possible à lutter contre le froid. Et après, ils courent, et puis ils peuvent courir par moins 20, moins 25, ça pose aucun souci. Un peu comme nous quand on va courir. La même chose. Quand vous allez courir, Martin Fourcade, quand il va faire du biathlon, d'accord, il peut faire moins 20 dehors, il n'a pas froid. Hein. Par contre, quand il a fini sa compétition, eh ben, il met une doudoune, il se met au chaud, il va prendre une douche et il va dormir dans un hôtel. On lui demande pas de dormir dehors, hein, Martin Fourcade. Voilà. Votre traîneau, c'est toujours 10 chiens par traîneau? Non, alors ça dépend des compétitions d'abord. Sur des compétitions type les Carottes ou la Grande Odyssée, on a un pool de 14 chiens, une équipe de 14 chiens. Et dans cette équipe de 14 chiens, on va venir puiser tous les jours 8 chiens minimum, 10 chiens maximum. Voilà, pareil, en fonction en fait, de l'étape qu'il y a à faire. Donc ça laisse toujours 4 remplaçants qui vont pouvoir se reposer un petit peu. Sur cette course, vous avez des problèmes de santé particuliers, des chiens qui ont dû être arrêtés ou des choses comme ça? Non, on a enchaîné la Grande Odyssée et la Les Carottes sans problème, aucune perte de poids malgré 2 courses d'affilée. Ouais, là c'est pour eux cette année, c'est le même pool de chiens? C'est le même pool de chiens, exactement. Ouais. Ouais, c'est très intensif. Et après la Les Carottes, vous allez sur une autre? Oui, et là ils vont avoir quand même une semaine de repos complet. Une dernière question, la dernière fois on s'est vu déjà aussi sur une interview où je parlais un peu des autres mushers et l'esprit un peu compète, on va dire. On a vu que c'était beaucoup toi contre toi-même pour toujours t'améliorer, etc. Mais malgré tout, quels sont on va dire les plus grands concurrents que tu vois là sur les trophées que tu fais là, par exemple, sur les courses? Pendant 3 mois que j'étais en Scandinavie, je me suis entraîné avec Jean-Philippe Pontier qui est un ami mais qui est aussi un concurrent. D'accord. Je me suis entraîné avec Jimmy Peterson qui est un ami mais qui est aussi un concurrent. Et en fait, on a prouvé qu'on pouvait s'entraîner ensemble, qu'on pouvait échanger ensemble, comparer ce qu'on faisait sans rien se cacher pour progresser ensemble. D'accord. Après, une fois qu'on est sur la course, on fait chacun notre course. Ça ne nous empêche pas de nous tomber dans les bras une fois que la compète est finie. Ça c'est beau. Mais on a pu partager, comparer et finalement apprendre les uns des autres. Et en fait c'est ça le but. Le but il n'est pas de rester tout seul dans son coin, le but il est de pouvoir partager avec les autres dans une même philosophie pour pouvoir progresser. Voilà. C'est ça qui est important. D'accord, super. Et est-ce que tu as des exemples concrets de choses justement ou quelles sont les choses les plus marquantes que tu as pu apprendre là ces dernières années? Tu parlais de la récupération. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui t'ont marqué, que tu as appris? Il n'y a pas une chose en particulier en fait, c'est vraiment une multitude de choses. D'accord, comme tu disais, les petits maillons. Voilà, c'est l'alimentation, c'est vraiment un ensemble de choses. Il n'y a pas un point particulier sur lequel on doit travailler, c'est un ensemble de choses. Et il y a encore plein de choses à faire. D'accord, ok, superbe. Et si tu avais un conseil à donner pour ceux qui veulent se lancer dans le mushing, on va dire le mot de la fin, voilà, en quelque sorte. Il faut être un peu obstiné et être ouvert d'esprit et surtout se remettre en question. D'accord. Super. C'est jamais acquis. Jamais. Ok. Allez, merci beaucoup. Ciao.